Alors, troisième capsule sur le PTI. Ici, on va parler plus qu'est-ce que le PTI dans le dossier, un peu par rapport à la note au dossier. Donc, on dit ici que le PTI, c'est une note, hein. Vous vous souvenez que c'est un document légal sur lequel on écrit. Euh, donc, ici, la qualité de l'information est importante. Donc, quels sont les éléments, justement, à inscrire dans une note évolutive en lien avec une directive ou un problème? Ben, dans le fond, c'est un concept de justification. La note évolutive doit soutenir, dans le fond, le PTI. Donc, la note doit être pertinente, exacte, complète et organisée. Donc, toutes les caractéristiques que vous avez vues à la première session. La note, ben, ça rend compte de l'évolution de la situation de santé du client, hein? Donc, c'est la même chose pour le PTI. Explique la décision clinique de l'infirmière. On voit un peu les causes, qu'est-ce qui fait qu'on a mis tel constat ou telle directive. Ça permet d'assurer, bien sûr, le suivi clinique du client. Et ça contribue à la continuité des soins parce que la note est lue par les autres professionnels, par nos collègues de travail. Ensuite, dans le fond, les constats, qu'est-ce que c'est? C'est les problèmes ou les besoins prioritaires du client. Donc, la formulation des constats de l'évaluation, elle doit être brève, claire, précise. Donc, on met souvent des constats très courts qui va être, dans le fond, clair et précis. C'est exactement les caractéristiques qu'on cherche. Seuls les problèmes ou les risques ayant une incidence sur le suivi clinique du client vont être inscrits au PTI. Donc, si le patient risque ou qu'il y a des problématiques qui vont avoir une incidence sur le suivi, c'est à ce moment-là qu'on va l'écrire. Donc, les directives, ben, ça rend compte, dans le fond, du suivi qu'on a assuré par rapport au constat qu'on a fait. Donc, les directives donnent des indications qui sont cruciales pour assurer soit la surveillance clinique, les soins, les traitements et les autres interventions requises par le client. Les directives ne sont pas des objectifs. Donc, c'est vraiment des interventions à poser et elles doivent être précises, le plus précises que nécessaire pour que tout le monde puisse agir de la même façon, qu'on ait tous la même compréhension sur la directive. Donc, le suivi, c'est égal au suivi infirmier. Donc, c'est moi qui prends les décisions. C'est des recommandations infirmières. Donc, ça se fait avec notre fameux jugement clinique. La surveillance, ben souvent la surveillance, c'est selon une ordonnance, soit une prescription. C'est pas nécessairement une décision, ça fait parfois partie des procédures, des protocoles qu'on a à suivre. Quand on parle de PTI versus PSTI, c'est qu'un préposé ou une infirmière auxiliaire peut changer, ce n'est pas de l'ordre du PTI. Par exemple, si vous dites à un client qui est paranoïde, l'infirmière a négocié un bain à 13h30, à 13h20 avec lui, sinon il va décompenser, il va choquer, il va faire un code blanc. Donc, c'est de l'ordre du PTI à ce moment-là. Donc, on ne peut pas changer l'heure du bain sans en parler avec l'infirmière. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment eu une décision qui a été prise. Les best practices ou les pratiques standards, si on constate que ce n'est pas fait, disons que justement, normalement, c'est supposé de mobiliser les clients, de les lever au fauteuil, des choses comme ça, puis qu'on se rend compte que c'est pas fait, ben rien ne nous interdit de la mettre comme directive au PTI. Ce qui définit ce qui est bon ou pas, c'est par rapport au contexte. C'est vraiment ce que le besoin du patient, selon sa condition de santé à lui, qui va faire que pour lui c'est approprié, puis pour un autre patient ça le sera pas. Exemple, lorsqu'un gériatre prescrit de faire marcher un client parce qu'une note n'en fait mention, il ne sert de la prescrire pour s'assurer que le client marche à tous les jours. Dans le fond, ça fait partie des soins standards pour se faire, là. Un autre exemple, par exemple l'arthroplastie du genou. Monsieur est hospitalisé pour une arthroplastie au genou gauche. Il a subi une fracture de la malléole gauche dans les années antérieures. Bon, si cette fracture n'a pas d'incidence sur la situation actuelle, on n'a pas à la noter au PTI. Donc, 7 mois plus tard, monsieur revient pour une arthroplastie du genou droit. À ce moment,
il faudrait mentionner la fracture de la malléole gauche dans le constat puisqu'elle risque d'avoir à ce moment-là une incidence sur la situation actuelle. Un autre exemple par rapport au diabète, on dit une personne qui est diabétique mais qui est hospitalisée pour une autre raison. Au rapport de 16 heures, est-ce que je parle du diabète de madame? Ça dépend du contexte. La dame est admise pour dépression, on sait que cela va avoir une incidence sur son alimentation, elle risque de moins manger, donc son diabète depuis 10 ans serait peut-être inscrit comme constat. Mais il n'y aurait peut-être pas nécessairement une directive qui va être en lien avec ça, puisque c'est comme un petit drapeau qu'on lève juste pour allumer que ça se peut qu'il y ait des problématiques en lien avec ça. Alors, qu'en est-il de ces énoncés? On dit l'AIQ exige l'utilisation des crochets dans la formulation des directives aux aides soignants et aux proches aidants, par exemple, entre crochets, directives, plan de travail préposés. C'est faux. Donc, on peut inscrire directive plan de travail sans, avec, crochet, parenthèse, peu importe. Le principal, c'est que ça soit écrit. Si j'inscris un constat, je dois inscrire une directive. Ça aussi, c'est faux. Donc, ça se peut que j'inscrive un constat, mais qu'il n'y ait pas nécessairement de directive en lien. Soit parce que on ne sait pas encore quelle directive mettre en place, ou parce que ça aura pas, il n'y a pas de suivi clinique nécessaire avec ce constat-là. Donc, le constat n'a pas toujours besoin de directive. Exemple, une douleur, on donne un médicament, le médecin a fait le travail, donc on peut marquer que le patient a une douleur, mais il n'y aura pas nécessairement des directives parce que ça fait partie un peu de nos soins standards. Le diabète, collation toujours donnée en après-midi, on en discute avec le préposé, il n'y aura pas nécessairement de directive si on n'a rien à faire. Une démence de type Alzheimer, par exemple, il n'y aura pas de directive si rien à faire. Si l'unité est déjà verrouillée, il y a déjà une aire d'errance, donc il est déjà protégé, il n'y a pas vraiment de directive en lien avec ça. Il est interdit d'inscrire un diagnostic médical. Ça aussi, c'est une affirmation qui est fausse. Donc, souvent, on peut au moins minimalement dire qu'est-ce que le patient a dans le PTI. Donc, c'est un diagnostic d'admission, au moins préalablement. Donc, une directive doit débuter par un verbe. Ça aussi, c'est faux. C'est sûr que ça facilite l'écriture de commencer par un livre, mais ce n'est pas une obligation. Et une directive doit contenir un verbe d'action. Ça non plus, c'est faux. Pas obligé. Dans le fond, le but, c'est de formuler des directives afin que tout le monde qui va la lire, la directive, on va tous comprendre la même chose. La date et l'heure doivent apparaître devant chacune des constats et chacune des directives. Ça aussi, c'est faux. On l'a déjà vu qu'il est nécessaire d'écrire une seule fois la journée et les heures par la suite. Là, j'ai un exemple tantôt, je vais vous le montrer. Ce sont tous des mythes. Le suivi clinique, les directives infirmières, comme on disait, donc des directives sans constat, ça se peut pas. Mais des constats sans directive, il y a 3 possibilités. Si les suivis sont non déterminés pour l'instant, donc on n'est pas encore rendu à déterminer un suivi. Si le constat a une incidence sur le suivi sans en nécessiter particulièrement, et si le suivi actuel est adéquat, non plus, il n'y aura pas nécessairement des directives. Les considérations juridiques, la signature. Donc, la définition de la signature est large. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque, donc des initiales, qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante pour manifester son consentement. Elle élargit les formes extérieures de la signature au-delà de la simple transcription d'un nom. Donc, considération juridique, les caractères légaux du PTI, c'est une preuve. C'est un document rédigé de façon permanente au stylo ou parfois même avec des logiciels de dossier pour les hôpitaux qui sont informatisés et dont l'authenticité est valide constitue une preuve. C'est aussi un témoignage. C'est un document dont on ne peut garantir l'authenticité. N'est pas une preuve. Donc, si on écrit, par exemple, un rapport au plomb ou qui est non signé, à ce moment-là, ça devient pas une preuve. Donc, c'est important de bien signer et d'écrire en stylo. Et c'est des repères temporels également, parce que on écrit des dates, on écrit des heures, on est capable de comprendre et de remonter l'évolution du client. Le PTI et la note d'évolution forment un tout.
qui doit assurer le suivi, prendre les moyens nécessaires pour assurer le suivi aussi. Astuce pour retenir la majorité des éléments du PTI, c'est possible. Donc, l'astuce numéro 1, c'est le rapport. Nous aide à définir ce qui est pertinent et nous aide à le formuler et le simplifier. Qu'est-ce qu'on dit au rapport? Quels sont les éléments importants qu'on va rapporter au corps de travail, au prochain corps de travail? Ce sont souvent des éléments essentiels qui vont devoir se retrouver souvent au PTI. L'astuce numéro 2, c'est pour ceux qui sont plus visuels, c'est l'astuce du post-it. Donc, le pourquoi, c'est les constats et le quoi et le comment, ce sont les directives. Donc, le pourquoi le patient y est là, c'est les constats, les qu'est-ce qui lui arrive et qu'est-ce qu'il faut faire, le quoi et comment le faire, ce sont les directives. Par exemple, unité de réadaptation, un monsieur de 55 ans qui demande jamais ses analgésiques. La philo, le client est au cœur de ses soins, hein, c'est le client qui doit demander pour ses soins, on ne lui offre rien. Alors, si nous sommes en présence d'un client incapable de demander son calmant lorsqu'il a des douleurs, il faut l'inscrire au PTI. Donc, douleur membre inférieur gauche non soulagée, offrir PRN régulièrement. Donc, notre douleur, c'est notre constat, et offrir des calmants au besoin, ce sont les directives. Donc ici, on a notre formulaire de plan thérapeutique infirmier que vous connaissez déjà. Donc le haut, c'est le pourquoi, nos constats. Et le bas, c'est le quoi et le comment, nos directives. Astuce numéro 3, on fait la comparaison avec le médecin et sa consultation médicale. Par exemple, un médecin va prescrire Ativan 4 mg. Si nous le lisions que la prescription, nous aurions appelé le médecin ou le pharmacien en pensant que la dose était peut-être trop élevée. Le constat, c'est un risque de sevrage aux benzodiazépines et notre note dit qui dit que la fille de madame précise qu'elle a une dépendance aux benzodiazépines. Donc finalement, on fait la preuve en remontant le chemin à l'envers. Donc 2 plus 3 égale 5 et 5 moins 2, 3 égale 2. Il en est de même avec le PTI. Pour le valider, on commence en lisant les directives. Y a-t-il un bon suivi? Les liens avec les bons constats et on lit la note évolutive par la suite. Ça nous permet un peu de vraiment voir si le PTI a bien été rédigé. Donc, notre patient, notre médecin qui fait sa note d'évolution. Donc, sa note. Il fait des constats qui sont ses diagnostics. Et il va faire un suivi, donc ses prescriptions médicales. C'est la même chose quand on fait au niveau du PTI. Donc, nous rédigeons une note, nous transposons aussi les constats dans le PTI et on va inscrire nos suivis dans nos directives. Où doit-on trouver le PTI? Ben, le PTI doit être disponible aux autres. Donc, exemple, on va le laisser souvent avec la FADM. Il n'est pas obligé d'être au dossier. Donc, c'est plus facile de le laisser justement au Cardex pour que les infirmières auxiliaires puissent le consulter. Le dossier, on dit que c'est large, ce n'est pas juste un cartable. Hein. Donc, toutes les informations concernant le client, dont la FADM et le Cardex, font partie aussi du dossier. Donc, dans une situation clinique précise, il existe plusieurs possibilités de PTI, c'est vrai. Tout dépend de l'infirmière qui l'écrit. Donc, c'est pour ça qu'on peut toujours renchérir, rajouter, modifier les PTI qui ont déjà été constitués. Pour être légal, un PTI informatisé doit être imprimé et signé. Donc, c'est faux, pas besoin d'être imprimé. Le PTI est une combinaison de compétences cliniques et de compétences rédactionnelles, c'est vrai. En CHSLD, le PTI doit être révisé chaque 3 mois, plutôt lorsqu'il ne répond plus aux besoins du client. Donc, c'est une affirmation qui est fausse. Bien sûr qu'il doit être révisé quand même minimalement quelques fois par année. Mais souvent, c'est quand que les besoins du client changent. Selon les professionnels ont accès au contenu du PTI. Donc, c'est vrai, seuls les infirmières auxiliaires vont avoir accès. Donc, souvent,
C'est pour ça qu'on va faire des directives dans les plans de travail des autres professionnels et tout ça. En soins aigus, le patient doit être révisé chaque jour. C'est faux. C'est selon le changement, les changements de l'état du patient. Et face à une infirmière qui ne veut pas intégrer